ce soir, grand entretien avec un candidat à la présidentielle. Ça commence bien, les pubs, là, c'était un festival. Je vois que vous étiez extrêmement attentif aux différentes publicités. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Bonsoir. Député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône et donc candidat à la présidentielle. Avant toute chose, on va aborder, Jean-Luc Mélenchon, l'actu toute fraîche. Le contrat engagement jeune, on en parlait à l'instant dans le journal parce que c'est le terme officiel désormais. Le gouvernement l'a dévoilé ce matin. L'idée, on la rappelle, une allocation jusqu'à 500 € pour les jeunes de moins de 26 ans qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de formation. En échange, ils s'engagent justement à être formés 15-20 heures semaine. On parle de 400 000 bénéficiaires. L'idée de départ, c'était 1 million. Ça manque d'ambition pour vous ? Non, mais j'admire le coup de com'. On ne peut pas faire moins. Il prend 2 allocations qui existent déjà, il les annule, il en crée une nouvelle qui coûte moins cher, et tout le monde applaudit en disant « Ah, c'est merveilleux ». C'est fondamentalement quelque chose d'inutile et de mal pensé. D'abord, vous avez dit un 10, je pense que vous avez été précis, c'est jusqu'à 500 €. Donc, s'il vous plaît, on arrête de dire « Tous les jeunes qui ne font rien auront 500 €». Il faut savoir que 500 €, c'est moins que l'allocation que reçoit un jeune qui est en apprentissage, qui lui a 430 ou 460, je ne me rappelle plus exactement. Donc, vu de l'extérieur, on dit « quand même, 500 € pour rien faire ». Alors non, on ne va pas rien faire. Ils ont 20 heures par semaine à donner de formation ou de blabla. C'est-à-dire que ça vous fait, à la fin du mois, du 5 € de l'heure. Tout ça est, à mon avis, tout ça est fait en dépit du bon sens. Que faut-il faire ? Stabiliser le marché de l'emploi, en particulier pour les jeunes. Donc ceux qui sont en fac, que doivent-ils faire ? Étudier, pas aller faire 50 millions de trucs à côté. Donc à eux, il faut une allocation d'autonomie. Et comme ça ne peut pas être réservé qu'aux seuls qui arrivent en fac, parce que socialement, on sait que c'est assez oui, parce que là, on parle de jeunes vraiment très loin de l'emploi, complètement décrochés. Oui, très loin de l'emploi. Il faut voir pourquoi ils sont arrivés si loin. Mais donc, on s'occupe des jeunes d'abord qui sont en fac. Le pays a besoin de matière grise, de gens bien éduqués, de haut niveau de qualification. Rappelez-vous de ça, les gens n'ont rien d'autre que ça, l'intelligence collective. Donc, 1. 2, ça ne peut pas être que pour ceux qui vont en fac. Moi, je suis partisan du fait qu'on donne une allocation d'autonomie à tous les jeunes qui sont en lycée professionnel. Parce qu'il n'y a pas d'industrie, tout le monde fait du blabla sur il faut réindustrialiser, vous voulez réindustrialiser avec qui ? Il faut quand même former des gens pour ça. Et aujourd'hui, l'industrie, ça fonctionne, puisqu'on parle de l'industrie, je parle de l'industrie, avec un assez haut niveau de qualification. Il ne faut pas croire que c'est juste quelques actes simples. Donc on a besoin d'une main-d'œuvre qui corresponde à tous les étages, de haut niveau, avec un haut niveau de formation technique et culturelle. Donc voilà, moi, ma solution, c'est 1063 € pour tous ceux qui sont en fac, mais qui sont autonomes de leurs parents, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a quand même pas... il ne faut pas exagérer non plus. Donc ceux qui sont autonomes de leurs parents, et ça je le vois tout de suite, parce que si les parents les déclarent sur leur formulaire d'impôt, Walou, il n'y a pas de 1063 € pour eux. Mais pour les autres, oui. Et puis pour les lycéens professionnels, parce que j'adjure qu'on comprenne que l'apprentissage n'est pas une solution de masse. Et vous avez dans les lycées professionnels jusqu'à 100% d'une section qui va travailler le soir pour gagner sa vie et le week-end. Et vous avez des parents, donc des jeunes gens dont on a absolument besoin qu'ils réussissent leurs études. Et s'ils réussissent, tant qu'ils font bac pro, après ils passent en BTS, la vie est belle. On parle de jeunes là, mais sur le front de l'emploi, de manière plus globale, vous avez ironisé un peu ces derniers jours sur les chiffres du chômage. Je vous ai entendu parler de propagande, baisse de 5,5% au troisième trimestre. Vous vous dites, baisse en trompe-l'œil. Pourquoi ? Parce que les chômeurs à l'activité réduite sont plus nombreux, eux, qu'avant la crise ? Ben oui. Alors, il y a d'abord 2 effets. Il faut se rendre compte, parce que tout le monde, il ne faut quand même pas qu'on ait des mémoires de poisson rouge, quoi. Il faut voir d'où on sort. Nous avons perdu jusqu'à 8, 9, 10 points de production de richesse dans le pays. Hein. On ne va pas discuter de savoir ce qu'est une richesse ou pas, de production, d'accord ? Alors évidemment, ça vous fait un recul incroyable. Et dès que la machine se remet en route, vous avez une progression qui paraît elle aussi incroyable. Mais 85% des nouveaux emplois sont des CDD, sont des intérims, sont des choses pour quelques jours ou quelques heures. Et par conséquent, ça fait un effet spectaculaire, mais la vie des gens est enfoncée dans la précarité. Et je voudrais qu'on comprenne que c'est important de sortir les gens de la précarité. Parce que d'abord, leur vie est pourrie, c'est quand même ça qui compte, hein, on n'a qu'une vie. Avoir une vie moins dure, moins soumise aux aléas, de ne pas savoir une semaine ce que vous ferez la semaine d'après. C'est tellement important. Beaucoup de gens dans les milieux qui sont les nôtres, ici, nous qui sommes sur cette radio, moi comme les autres, hein, nous sommes arrachés à cette angoisse du lendemain qui tenaille des millions de gens. Il y a 10 millions de gens qui sont pauvres dans notre pays. Alors, c'est d'abord la précarité, le grand danger. Moi, je propose qu'on fasse la chose suivante.
c'est que déjà, on commence par rassurer les gens. Il y a 800 000 contractuels dans la fonction publique. Vous vous rendez compte? C'est des gens, par exemple, sont profs, au mois de juin, ne savent pas s'ils auront un emploi à la rentrée. Donc on les embauche. Oui. On les titularise. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que souvent, ils sont là depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Donc, ils font le boulot, ils savent le faire. Alors, pourquoi les maintenir dans cette angoisse permanente? Ensuite, dans les entreprises, il faut qu'il y ait un maximum. Par exemple, pour la petite entreprise, pas plus de 10% du personnel en CDD. Et dans la grande entreprise, pas plus de 5%. Rassurer, stabiliser. Les gens, quand ils ont la paye et qu'ils sont sûrs d'en avoir une le mois suivant, ils commencent à vivre. Ils achètent, etc. Et quant aux jeunes, je termine en vous disant ça. Il y avait une très belle idée qui a été appliquée une fois. Je parle dans les solutions d'urgence, parce qu'on ne peut pas non plus tout transformer en un classement de doigts. C'est l'idée qu'avait eu le gouvernement de Lionel Jospin de faire des emplois jeunes pour 5 ans. Si vous avez un jeune à la maison, vous savez que 5 ans, quand on a 20 ans, faites l'addition, c'est le moment où, si vous avez un emploi garanti, vous préparez un concours, vous préparez quelque chose, vous avez du temps devant vous. Posséder le temps long, c'est devenu un luxe qui est réservé à très peu de monde. Tout le monde est prisonnier du temps court. Donc voilà les solutions que je propose. Mais l'idée, enfin les solutions, vous ne m'avez pas demandé si j'avais des solutions, mais je vous propose quand même. C'est pour vous dire qu'à côté de ça, vous voyez le système Macron, quoi. Alors jusqu'à 500 €, mais pas plus de 12 mois, et à condition d'aller discuter avec je ne sais pas qui pendant 20 heures. Mais à qui est-ce qui va le faire? On n'en sait rien, qui c'est qui va discuter. Peut-être les associations. Non, elles ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas de personnel. C'est la chienlit. Le chaos et les mesures qui ne sont pas maîtrisées. Autre titre d'actualité, Jean-Luc Mélenchon, la COP26. D'ailleurs, à gauche, on voit des candidats qui se rendent à Glasgow, Yannick Jadot ou Nadia Dialgo, entre autres. Moi, on a une délégation d'insoumis, de parlementaires insoumis qui y vont là aussi. Alors, vous parliez justement de choses qui ne se règlent pas en un claquement de doigts. C'est l'occasion, cette COP, de s'interroger sur quelle énergie pour demain. La France, comme d'autres pays, est à un carrefour. Au moment où les gens ont du mal à se chauffer, à payer leur plein, la présidentielle, elle va aussi servir à définir quel choix pour les 30, 40 prochaines années. Emmanuel Macron pourrait annoncer la construction de nouveaux EPR dans les jours à venir. Vous vous dites, ce n'est pas la solution. Ah non, c'est clair. Mais déjà, commençons par parler un peu de cette COP, juste une seconde. Bon, elle sert à quelque chose ou pas? Parce que Yann Arthus Bertrand, qui était à votre place vendredi dernier, dit ça ne sert à rien, la COP. La vérité, c'est que ça m'ennuie de le dire, mais ça ne sert pas à grand-chose. Alors, les pays parlent. Quand on a eu la COP à Paris, tout le monde était fin content parce que ça y est, on avait pris des décisions. Moi, j'avais regardé un peu en détail et disons que je souriais jaune parce qu'on avait commencé par dire 2,5 degrés, pas plus. Alors, tout le monde signe, formidable, applaudissements généraux. Et arrivent les chefs d'État des îles qui disent écoutez, nous, on ne peut pas signer ça parce qu'à 2,5 degrés, nous, on disparaît, on est noyés. Alors, on a dit 2,5 degrés ou 1,5 degré l'objectif. Et quand les pays ont chacun rempli leur feuille pour dire ce qu'ils comptaient faire, ça donnait 3,5 degrés de plus. Donc ça collait déjà pas dès le début. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? C'est que vous pouvez raconter ce que vous voulez, il n'y a aucune mesure contraignante. C'est la raison pour laquelle je pense que si on introduisait de l'obligation et de la contrainte, on aurait un résultat. Pourquoi? Prenons un exemple tout bête. La Bolivie a proposé un tribunal climatique international. Si on trouve que c'est trop compliqué à faire, il n'y a qu'à donner au tribunal pénal international le pouvoir de poursuivre les crimes d'écocide. Si on trouve que tout ça est trop compliqué, il y a un cadre juridique qui est en train de se discuter à l'initiative de l'Afrique du Sud ou de l'Équateur pour obliger les multinationales à respecter l'environnement et les droits sociaux. Mais je voudrais dire qu'écoutez, tout ça est quand même très choquant. Il y a ce blabla. Il y a le G20 qui a eu lieu avant, autre blabla, et pendant ce temps, les gens sont en train de mourir à Madagascar pour la première fois dans l'histoire. Vous avez une famine qui est directement liée au changement climatique. Que font les États? Je termine là-dessus. Rien. C'est donc une association qui a dû le faire, Action contre la faim, et qui a ramassé 1 million sur Twitch. Alors que les gens qui m'écoutent, s'ils veulent faire quelque chose d'utile, là déjà, c'est d'aider Action contre la faim, parce que c'est une situation qui est insupportable. Je peux en dire encore un mot? Allez-y. Bien. Il y a 1500 scientifiques qui ont proposé qu'on fasse un traité international de non-prolifération des énergies carbonées fossiles. Un peu comme il y a un traité de non-prolifération du nucléaire. Cette proposition, je la soutiens. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et nous autres, les Français, notre pouvoir, c'est pas d'aller faire les malins, les kékés, en disant « Oui, tout le monde revient dans 15 jours avec sa copie refaite », comme a fait M. Macron, parce que ça ne tient pas debout. Lui-même a été condamné 2 fois par un tribunal pour ne rien faire. Donc, c'est pas de gesticuler comme ça, c'est de proposer du droit international et les moyens de le faire appliquer. Nous autres, Français, c'est notre force de dire quelque chose
qui tient la route sur le plan juridique. L'humanité est plus humaine quand elle fabrique du droit international qu'elle décide d'appliquer. Jean-Luc Mélenchon, vous restez avec nous. On va marquer une très courte pause. Vous avez apprécié les pubs précédentes, donc vous apprécierez celle-ci. Nous allons reprendre ce grand entretien dans RTL Soir juste après ça. On se retrouve dans un instant. Ce soir, notre invité est donc l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Nous poursuivons notre grand entretien avec le candidat à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, je voudrais votre regard sur le paysage politique actuel parce qu'on est à 6 mois de la présidentielle. Alors certes, les sondages sont ce qu'ils sont. Vous n'aimez pas franchement les commenter. Dans le dernier BVA RTL, vous êtes à 8%. Un Français sur 2 n'a toujours pas choisi. C'est ce qu'on lit aussi dans cette étude BVA RTL. On peut changer d'avis. Donc quand vous dites « je serai au second tour », ça veut dire que vous êtes persuadé que vous allez pouvoir aller chercher les indécis pour remonter dans les études? Parce que dans le sondage que vous évoquez, les sondages, ils me mettent entre 8 et 12, ça suivant des semaines. Mais il faut regarder le détail. Qu'est-ce qu'ils disent? Et c'est ça que vous devriez discuter. C'est que le dernier qui est paru, 53% de participation. Vous imaginez une présidentielle en France avec presque 1 sur 2 qui ne va pas voter. Ça veut dire que le pouvoir qui sortirait de ça n'aurait aucune légitimité et le chaos sera encore plus grand. Donc, à partir de là, que se passe-t-il? Qui ne va pas voter? Qui ne sait pas s'il va voter? Les milieux populaires, il ne faut pas tourner autour du pot. Donc, ces sondages, c'est plus des sondages, c'est un rêve. C'est le rêve quand le peuple ne s'occupe plus des affaires politiques. Alors voilà, ça y est, on est tranquille, on est débarrassé de tous les casse-pieds avec leurs questions qui sont combien je vais être payé, comment je paye le chauffage, est-ce que je vais avoir du service public, est-ce que je vais être soigné à l'hôpital, c'est-à-dire l'expulsion de toutes les questions sociales. Est-ce que vous avez une stratégie pour aller chercher ces abstentionnistes? Parce qu'on se souvient, il y a 5 ans, vous aviez labouré le terrain, vous avez multiplié les meetings. Est-ce que vous avez prévu déjà des meetings Mais c'est ça. Alors d'abord, oui, il va y en avoir, notamment un le 5 décembre prochain. Où ça? Parce que, à Paris? Alors, on va peut-être le faire, oui, à Paris. L'idée, ou à Lyon, je ne me rappelle pas ce qu'on a décidé, c'est un des deux. Mais surtout, ce qui sera important, c'est que ça va être un moment d'union populaire, où vous allez voir apparaître pour la première fois des figures, mais pas de la gauche politique, parce que là, tout le monde tourne en rond et raconte les mêmes trucs, les uns contre les autres, mais de la gauche sociale, la gauche associative, parce que c'est elle qu'il s'agit de rassembler, parce qu'elle a une capacité d'entraînement sur la société. Mais l'essentiel, c'est que nous allons... Alors, c'est un peu cruel quand vous me dites, est-ce que vous allez faire des meetings? Mais on n'arrête pas. On fait des caravanes populaires. Tous les week-ends, vous avez des insoumis partout et qui vont à l'endroit qui compte. Pour nous, c'est les milieux populaires. Les gens, occupez-vous de vos affaires. Si vous vous occupez pas de vos affaires, si vous n'allez pas voter, c'est toujours les mêmes qui resteront en place. Et vous allez être encore là à gémir et à vous plaindre et à vous dire on nous a enlevé jusqu'à la peau. Mais ils s'arrêteront pas même à la peau s'ils peuvent en enlever davantage. Donc, allez voter, occupez-vous de vos affaires, faites de la politique, parce que sinon la politique s'occupe de vous. Dans ces mêmes sondages, l'extrême droite n'a jamais été aussi forte en termes d'intention de vote. Et on sent la classe politique un peu embêtée face à la percée d'Éric Zemmour. À gauche, Anne Hidalgo sur RTL avait un avis très tranché ce week-end. C'est un guignol, je cite, on ne débat pas avec lui. Vous avez choisi de débattre avec lui à la télé. Est-ce que la confrontation, c'est la bonne méthode? Parce que après ce débat, on n'a pas vu les courbes d'Éric Zemmour fléchir dans les sondages. Non, dis donc, ça aurait été fantastique, mais il fallait qu'il y ait ce débat. Alors d'abord, commençons par dire que la classe médiatique devrait aussi assumer sa responsabilité. 230 articles de presse par jour, depuis le 1er septembre sur M. Zemmour, sans compter les heures de télé et le reste. Donc on peut dire qu'il y a là, un effet d'entraînement, de système. Je ne veux pas parler de complot, mais ce n'est pas un complot. Mais il y a un effet qui existe, il y a un matraquage que tout le monde voit, il suffit d'allumer sa télé pour s'en rendre compte ou d'ouvrir un journal n'importe lequel. Alors, après, comment faire face à ça? Mais il n'y a pas 50 recettes. Quand on est un démocrate, vous voulez faire quoi? Il faut discuter, il faut convaincre. Moi, pourquoi je suis allé débattre avec M. Zemmour? Parce qu'il fallait que quelqu'un relève le drapeau. On n'entendait que lui. Il racontait ce qu'il voulait. Et puis alors, évidemment, toute la bonne société regardait de haut en disant tout ça. Bon. Mais vous vous rendez compte que dans la profondeur du pays, il y a des gens qui ont peur? Des jeunes qui sont venus me dire, mais M. Mélenchon, si Zemmour gagne, est-ce que je vais pouvoir rester en France? Et sinon, je vais aller où, moi? Voilà. Oui, il y a des gens qui ont peur à cause de M. Zemmour. Il y a des gens qui ont peur à cause de l'extrême droite. Et moi, ce que j'ai fait, c'est de dire, écoutez, ne croyez pas que tout le monde va laisser faire ce type. Alors, quelles sont les façons de faire? Moi, j'ai tout essayé. J'ai l'âge, d'accord? Je me rappelle du début de Le Pen. On voulait l'interdire. J'ai fait campagne avec Charlie Hebdo. Ni le PS, ni le PC, ni personne ne voulait l'interdire. On a dit, il faut utiliser la voie démocratique. Il faisait rien. Ça s'appelait le harcèlement démocratique. C'est M. Cambadélis qui avait inventé ça. Chaque fois que M. Le Pen arrivait quelque part, on allait crier devant la porte. On l'a fait. Ça a servi à quoi? À rien.
Donc moi, j'ai changé de pied en me disant, puisque ça sert à rien, on va essayer de convaincre. Et ça a eu un grand impact, les contacts que j'ai eus avec Mme Le Pen. Et je redis, je suis prêt à tout moment à recommencer à discuter avec M. Zemmour et à recommencer à discuter avec Mme Le Pen publiquement. Pourquoi ? Pour que des millions de gens se disent, ces gens-là feront pas ce qu'ils veulent. Et puis qu'ils entendent d'autres arguments. Qu'ils entendent pourquoi la plupart des choses que dit cet homme correspondent à une image de la France complètement rancie et moisie, qui n'existe pas et n'a jamais existé. Une France fermée sur une mythique identité, ça n'a jamais existé. De toute l'histoire de France, depuis, si on veut situer le territoire aujourd'hui de la France, ça fait 2000 ans que ça n'existe pas. Ça s'est construit. Nous sommes de toutes les religions, de toutes les couleurs de peau. Nous avons changé notre manière de parler, nous avons changé notre langue, et ainsi de suite. Pour terminer, je voudrais aussi revenir sur vos propos qui ont fait parler ce week-end, parce que la semaine passée, on vous a demandé justement sur Éric Zemmour s'il était antisémite. Vous avez eu cette réponse. Je ne sais pas, je ne crois pas. Il reproduit beaucoup de scénarios culturels, on ne change rien, on ne bouge pas. Tout ça, ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au judaïsme. Fin de citation. Vous avez été accusé d'antisémitisme par certains hommes politiques ce week-end. Ouais. Vous avez expliqué que vous aviez la nausée sur les réseaux sociaux. Ah ouais, et vous avez admis que parce vous étiez... tout est bon. Non, mais attendez. Mal exprimé. Non, j'ai pas. Qu'est-ce que vous avez voulu dire ? J'ai voulu dire, je vais vous faire plaisir, que non, mais enfin, arrêtez, vous me faites tuer à la fin. Chaque fois que je vous ouvre la bouche, j'ai droit à une cohorte de gens du printemps républicain qui me sautent dessus pour couper les cheveux en quatre. Et pour me faire dire, je demande qu'on tienne compte de ce que je dis, pas de ce qu'interprètent mes adversaires. Moi, dans la vie politique, j'ai toujours distingué, j'étais jamais d'accord pour qu'on déduise un comportement individuel d'une religion. D'accord ? J'ai toujours dit. J'ai dit pour les musulmans, à propos du terrorisme, je l'ai dit à propos du christianisme. Quand ce type a tué 90 personnes au nom du Christ, j'ai dit ce truc-là n'a rien à voir avec la religion. Bon, bref. Là, c'est pareil. Pourquoi j'irais dire que M. Zemmour est une expression du judaïsme ? Ce que je veux dire, alors je l'ai précisé, puisqu'il faisait semblant de ne pas avoir compris, c'est que dans toutes les religions, vous avez des ailes traditionnalistes qui ne veulent rien changer à rien. Bon, voilà, point. Et ça existe dans toutes les religions et dans tous les milieux. Alors, bon, vous me donnez l'occasion de le redire, mais ce que je voudrais qu'entendent les auditeurs, c'est comment des gens fabriquent une campagne qui est systématique pour taper un homme, toujours au même endroit, pour lui fabriquer une réputation. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que l'accusation d'antisémitisme absolument gratuite, qui est le contraire de ce que j'ai fait toute ma vie, si c'était qu'en France, je me dirais, mon gars, il faudrait peut-être vérifier ta manière de parler, mais c'est que dans tous les pays du monde, on fait le procès d'antisémitisme aux leaders de ce qu'on appelle la gauche radicale. Donc moi je demande aussi que là on baisse tous un peu de ton. Ça sert à rien de grimper dans les tours pour un oui, pour un non, et de s'inventer des antisémites. Pourquoi il n'y en a pas assez comme ça ? Il faut en inventer d'autres. Tout ça est ridicule. Enfin bon, vous ferez bien comme vous voulez, mais moi j'ai dit que j'en avais marre parce que c'est le énième procès qu'on me fait à partir d'un mot, d'un poil qui dépasse ou d'un cheveu. Merci Jean-Luc Mélenchon. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion de dire tout ça ce soir. D'avoir été ce soir notre invité. Alors le 5 décembre, les gens se préparent à venir au meeting que je tiendrai à Paris. Paris, très bien. C'est Paris, oui. Bien, ça me revient que ça vous revient. Lyon, c'est une autre date. À 6 mois du premier tour, merci d'avoir été notre invité à ce 6 soir mois du premier tour, il n'y a qu'une chose à faire. Parler de programme et de propositions, je l'ai fait ce soir chez vous. J'espère que ça va marquer l'ambiance. Merci d'être venu ce soir sur RTL. On marque une courte